Bon, j'appelle Maestro. Maestro, oui. Maestro, merci beaucoup pour l'invitation et chers collègues, j'ai donc essayé de vous parler du robot. Alors le titre, qu'on m'a proposé, c'est la robotique chirurgicale de nouvelle génération. Effectivement, c'est pas vraiment c'est un cobot. On va parler d'un cobot. Les cobots, c'est pas nouveau. En orthopédie, en neurochirurgie, il y a longtemps qu'ils ont des cobots, des robots de. On va revenir sur cette définition. Mais en fait, c'est devenu en fait une plateforme d'assistance robotique augmentée à l'IA. Et vous allez voir qu'en l'IA, par contre, on en a déjà pas mal, nous, utilisé. On en utilise déjà pas mal. Alors, voilà, on va regarder pourquoi ce problème, pourquoi faire une nouvelle génération alors qu'on a un outil exceptionnel qui est aujourd'hui le télémanipulateur, on va dire le Da Vinci. Je mets traditionnel parce que c'est devenu traditionnel. Moi, je me souviens être allé à Bruxelles en 2000, aller opérer les premiers malades à Bruxelles avec un truc qui s'appelait Mona, qui s'appelait pas Da Vinci, mais Mona, et j'allais travailler là-bas. Donc c'est vraiment traditionnel. 26 ans, c'est énorme. Le problème, c'est que ça ne répond pas, me semble-t-il, au cosmix quotidien, en tout cas pour des pays comme la France, mais comme beaucoup de pays dans le monde, je ne parle même pas de l'Inde, où le coût est prohibitif. C'est-à-dire qu'un achat, même dans les copies chinoises aujourd'hui, c'est quand même 1 million d'euros. À l'achat, les consommables par axe, ça peut aller de 1500 à 3000. Certes, l'outil est formidable, il a d'autres intérêts, mais pour les GHS français, c'est impossible actuellement. Alors, François Richard, il travaille à la nomenclature, mais aujourd'hui, c'est un problème vraiment qui exclut les actes courants et nombre de structures hospitalières, comme on le disait. La productivité est un peu réduite, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, c'est de moins en moins vrai, mais il y avait un temps d'installation et que ça qui n'améliorait pas le nombre de malades. Et comme on l'a dit, ça fait au total un accès assez limité. Alors, l'idée de faire un cobo, les Américains, ils appellent la cobotique, j'aime bien ce terme, la cobotique. En fait, c'est des bras qui sont des bras co-manipulés par le robot et par le chirurgien. Donc le robot a un jeu, c'est pas simplement le côté passif et il suit ce que fait le chirurgien. Là, il a son idée, il peut vous bloquer, là va être les no-go zones dont on parle, ou il peut vous guider, au contraire, vous amener dans un site, et puis il va bien sûr enlever le tremblement, mettre de la viscosité. La viscosité, c'est très simple, vous avez l'impression que quelqu'un vous tient la main. Vous faites des coutures, des sutures, vous avez l'air le meilleur du monde, hein, vous êtes formidable, il y a la viscosité. Tout ça, il peut le faire, donc il va vous aider. Et puis, c'est donc le chirurgien qui a ce bras qui co-manipule. Mais il peut aussi être un bras collaboratif. Et là, on va voir, on va tout de suite aller voir un exemple, là, au bloc opératoire. Voilà ici un chirurgien, Henri, qui va poser, vous voyez, c'est vite fait, hein. Vous posez un champ stérile, premier consommable, vous mettez des connecteurs, deuxième consommable. C'est terminé pour les consommables, il n'y en a pas d'autres. Le reste, c'est vos outils. Vous voyez, c'est rapide hein, d'installer un cobot, voilà, c'est fit, tac, on a bloqué les bras, on bloque le deuxième sur l'outil. Ce sont vos outils, votre caméra, et voilà, une fois que vous l'avez bloqué, vous pouvez travailler. Donc en l'occurrence, là, on voit que le chirurgien, il est franchement un peu seul, hein, il a un assistant formidable, c'est lui-même, alors c'est le meilleur assistant du monde. Et vous voyez il va faire, là c'est un gastric bypass, avec à la fin, comme la caméra est extrêmement stable en plus, on va y revenir, mais on peut effectivement faire de la 3D sans gêne pour le chirurgien. Et une fois que c'est fini, eh ben c'est simple, vous tirez un peu le robot, vous le tirez, puis c'est fini, voilà, il est en position célio. Il a juste son instrumentiste. Donc voilà un peu l'idée. Et, pardon, et l'idée, je vais y arriver, ça va être fermé, ça. Voilà. Je vais peut-être y arriver, j'espère. Voilà. Alors, non, pardon, je voulais revenir, je vais revenir. Voilà. Le problème, l'intérêt, et je n'y reviendrai pas parce que ce n'est pas le but, c'est le coût. Le coût de ce Kobo est absolument minime. Quand je dis minime, c'est 300 euros par malade, point final. Inclus, tout est inclus. En fait, vous payez à per use, alors ça dépend évidemment du niveau d'activité, mais en moyenne, actuellement, c'est 300 euros par malade. Ça inclut la mise à disposition du robot, la maintenance, la mise à niveau du soft sur place, la formation des équipes et les consommables. Tout compris, 300 euros par malade. On n'est pas du tout dans les mêmes prix. C'est ça un des grands intérêts au niveau du monde, et notamment pour les pays qui n'ont pas les moyens des Américains. Alors, Maestro, c'est quand même une transformation profonde de l'équipe d'opératoire, pas que de la chirurgie. C'est-à-dire, il y a une stabilité absolue du champ opératoire et on a vu avec Da Vinci que plus aucun chirurgien n'a de problème avec la 3D. Et si la caméra ne bouge pas, vous n'avez plus de problème. Moi, j'avais la 3D pendant 15 ans parce que ça ne me gênait pas, mais mes collaborateurs, ils ne pouvaient pas tellement ils avaient des nausées. J'ai jamais vu quelqu'un avoir des nausées avec un Da Vinci ou même avec CMR, avec les robots qui ont des lunettes. Donc la stabilité, l'absence de rotation, ça change tout.
Là, deuxièmement, c'est on a confirmé, nous, sur plus de 2500 malades, on va y revenir, la charge mentale et les troubles musculo-squelettiques disparaissent quasiment. L'efficience opératoire, eh bien, c'est l'industrie, la chirurgie courante. On n'est pas dans la chirurgie complexe. C'est pas le but. On va pas se battre contre un robot exceptionnel. C'est pas le but. C'est que ça va très très vite à mettre en route. Ça va élargir l'ambulatoire, qui est l'avenir. Je rappelle qu'on peut envisager 80% des actes de chirurgie en ambulatoire, tout compris. Et donc ça, pour nous, les urgences inclus, vous avez un assistant expérimenté. Non seulement vous avez une IBOD, on va le voir, la flexibilité RH. Parfois, il n'y en a pas. Là, vous avez non seulement une IBOD, puisque c'est le robot, mais en plus, c'est le meilleur robot du monde la nuit, puisque c'est vous. C'est pas le chirurgien cardiaque. J'ai rien contre le chirurgien cardiaque. Mais les internes de chirurgie cardiaque qui viennent aider pour faire une hépatectomie traumatique, c'est un peu compliqué parfois. Donc, on voit bien que ça va vous donner l'assistant le meilleur du monde. Et enfin, la formation du chirurgien lui-même, elle est nulle. Il n'y a pratiquement pas de courbe d'apprentissage. C'est vos outils. Vous avez à comprendre comment manipuler le bras. Vous avez vu que ce n'est pas compliqué à manipuler, il suffit de tirer dessus, il ne bouge plus. Et c'est donc 3 à 5 procédures pour apprendre à manipuler le bras, mais il n'y a pas de courbe d'apprentissage. Vous utilisez vos outils. Donc vous êtes bon. Par contre, pour les internes, ça libère les mains de l'opérateur. Il peut donc aider un interne. Il a les mains libres, il peut reprendre la main, il peut guider, non pas avec le doigt sur l'écran ou par oral. C'est 2 millimètres plus loin. C'est 2 millimètres sur l'écran, 2 millimètres dans le malade ou 2 millimètres à la main. C'est où le 2 millimètres? Là, vous pouvez le prendre la main. Et donc, pour les internes, ça va permettre de faire un progrès considérable, outre le fait que, au lieu de regarder la caméra, il regarde vraiment la chirurgie. Puisque là, il a pu manipuler la caméra. Le résultat, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé maestro. Ça, c'est mesuré sur 2500 malades. On a un petit peu plus aujourd'hui. Il y a moins 10% de temps opératoire et moins 25% d'écart type des durées opératoires. La vésicule, c'est même moins 30% d'écart type. Ça veut dire que dans une journée, vous rajoutez un patient en ambulatoire pour les CHU, et c'est 33%, si vous voulez, parce qu'en moyenne, en CHU, c'est 3 malades par jour dans une salle. Dans les cliniques, c'est beaucoup plus, donc c'est un peu moins intéressant, mais c'est quand même 3 000 € que vous pouvez gagner de productivité en ajoutant un malade par salle d'op, notamment dans l'ambulatoire, encore une fois. Alors, ça s'adresse à qui? Ben, la nouveauté, c'est ça, c'est que les cobots, ils existent, mais dans les tissus mous, c'était quand même pas la catégorie. Et là, on a donc fait ça pour les tissus mous, grâce au départ à l'ISIR. Moi, je travaillais à Jussieu avec l'ISIR. Et donc, le chirurgien restait stérile. Moi, je pensais qu'il fallait rester stérile quand on faisait de la chirurgie à haut risque. J'avais envie de pouvoir tout de suite changer les mains. Et donc, là, on est stérile, on est prêt à opérer, à revenir à des basiques, que ce soit la cellio ou la chirurgie ouverte, on est prêt. Mais encore une fois, ce n'est pas compétitif avec les robots télémanipulés. Hein. C'est complémentaire, pas les mêmes malades. Digestif gynéco, eh ben c'est le case mix hospitalier, les vésicules, les hernies, la chirurgie pelvienne. Le thoracique et l'urologie, évidemment pas la prostate, mais le rein, la vessie, des choses comme cela. Et il y a des chirurgiens vasculaires qui s'intéressent, et surtout récemment les neurochirurgiens pour la chirurgie transnasale. Je fais toujours le lapsus avec de ma spécialité, c'est nasal, hein, c'est pas anal. Et la hernie discale biportale, où là, le robot peut évidemment aider le neurochirurgien. Notamment, je crois, très intéressé à la Larivoisière. Et puis la chirurgie ambulatoire, où la grande majorité des actes qui sont difficiles pour inclure l'innovation robotique aujourd'hui, et ben là, ça ne pose absolument aucun problème. Et même au contraire, ça vous permet de problèmes de personnel. Alors, pourquoi je disais c'est plus un cobo, c'est une plateforme? Je me permets une prévision, mais je dois me tromper parce que c'est pas assez. Aujourd'hui, il y a 3 opérations. Ouvert, célioscopie, robotique. Et la télérobotique, aujourd'hui, dans le monde, c'est 2%. On n'est pas aux États-Unis, on n'est même pas en France. C'est 2% la robot. D'ici 10 ans, je pense que la chirurgie ouverte, ça sera à peu près un tiers des malades. C'est probable, pas sûr, peut-être moins. La célioscopie pure, ça sera peut-être un quart. Le robot pur, le robot d'aujourd'hui, ça ne sera pas 10%. Ce qui va apparaître, c'est la chirurgie augmentée. Et ça, je suis peut-être pas assez optimiste, je mets 35, ça sera peut-être 50% de la chirurgie sera augmentée. Ça veut dire quoi, ça? C'est ce qu'on va proposer, c'est ce que je vais vous montrer. C'est-à-dire, on peut par exemple, avec Maestro Insight, c'est un logiciel qui est en cours de développement, on a l'occupation optimisée, c'est-à-dire vous allez calculer, non pas quand vous menez un chirurgien, quand est-ce que tu as fini, c'est dans 10 minutes, c'est connu, même si c'est 3/4 d'heure, et puis après, il faut réveiller le malade, sortir le malade de la salle, nettoyer la salle, et le malade suivant arrive. Le robot, au bout de 10 vésicules, avec le docteur intel, le docteur personnel,
Et l'équipe, il va apprendre combien de temps ça met. Et il va appeler, c'est ce qui est prévu. Il va regarder l'opération et quand M. Gaillet mettra le clip ou qui coupera ou lui qui sera dans le sac, il fera appeler le malade suivant à l'étage directement en sachant que le délai, il est le temps qu'il descend. Donc tout ça va être calculé et on pourra avancer pour l'occupation. C'est considérable l'avancée qu'on pourrait faire. La deuxième, c'est d'améliorer la chirurgie elle-même par les métriques, ces fameuses métriques, c'est-à-dire faire des retours sur les malades passés dans l'équipe, localement ou au niveau mondial. Vous comparez au monde entier si les équipes acceptent qu'on compare, qu'on donne leurs chiffres. Chacun décidera de l'ouvrir ou de ne pas l'ouvrir. Donc vous pourrez vous comparer soit sur la technique, ça c'est l'enregistrement des opérations, soit sur les métriques, combien de temps vous mettez, les différents paramètres, on peut y revenir. Et enfin, truc tout simple, la gestion des stocks. Il y a dans ce robot, à cette partie-là, on ne le voit peut-être pas avec ma souris, tout en haut, la partie bleue, là, c'est un lidar. Un lidar, c'est un radar optique. C'est un radar optique. En gros, il prend toute la salle d'op. Donc, il sait qui est là. Je ne voudrais pas être méchant avec les anesthésistes, mais si l'anesthésiste n'est pas là et qu'il y a un segment, le robot pourrait l'appeler. On peut imaginer qu'il appelle l'anesthésiste en disant « ça saigne ». C'est tout à fait possible. Puisqu'il y a le lidar, il saura qui est dans la salle. Mais il peut aussi gérer les stocks, c'est-à-dire analyser la salle. Donc, je ne vous parle pas de la checklist de début. Il peut faire une partie sur les matériaux. Je pense qu'il est arrivé à tous les chirurgiens de démarrer une opération et de s'apercevoir qu'il lui manque son outil à lui, l'outil fétiche. Et bien là, le robot, il va regarder sur la table, il va dire il manque l'outil du professeur qui opère. Et enfin, il va faire la supply chain, c'est-à-dire analyser tout ce qui a été utilisé pendant l'opération. Il voit la table avec le lidar et il voit l'opération à l'intérieur. Il va pouvoir appeler pour dire. Ça, c'est le futur. Mais déjà aujourd'hui, on a je trouve, on est très très heureux d'être les premiers à avoir une acceptation de la FDA de l'IA dans un bloc, dans le malade. C'est pas il y a de l'IA dans les blocs, mais pas dans le malade. Nous, on a été les premiers, on l'a pour le Scopilot. Scopilot existe, il est déjà en marche, vous allez le voir d'ailleurs. Eh bien, écoutez, on va regarder. Scopilot, il pilote la caméra de façon autonome, évidemment individualisée, c'est-à-dire que chaque chirurgien. Vous voyez que déjà, la learning curve, il a appris qu'avec ce chirurgien, les bras, il les met comme ça. Et bien là, on dit, c'est un tel qu'opère, c'est telle opération, il met les bras, il n'a pas à s'en occuper, c'est fait automatique par le robot. Et là, c'est pas ce que voit le chirurgien. Le chirurgien, il voit l'écran qui est là-bas, dans le coin, et il n'a pas les ronds. Mais nous, le robot, lui, il voit ça. Il a les outils. Dès qu'ils apparaissent, vous allez voir ça, la seconde où il apparaît, tac, il sait que c'est un CRISPR. C'est incroyable. Hein. La partie centrale, le robot ne bouge pas. La partie orange, tout doucement, il va bouger pour le recentrer. Et c'est bien sûr une sphère, hein, enfin un ovoïde, donc il y a du zoom et du zoom out et in. Et enfin, quand vous sortez du cercle, il va aller carrément bouger plus vite pour centrer. Les mouvements aberrants sont éliminés, les mouvements trop rapides sont éliminés. Il apprend qu'il y a des moments où il ne faut pas bouger, etc. Tout ça, il apprend. Et donc ça existe déjà. Et les chirurgiens vous disent qu'ils ne touchent plus jamais la caméra. C'est réglé. Alors il y a d'autres, évidemment, on revient à l'exposition constante, c'est-à-dire toujours, encore une fois, la 3D. Et c'est sûr que si la caméra ne bouge que comme ça, c'est tout à fait possible. Et c'est accessible à tout le monde. Il n'y a plus d'intolérance, j'ai l'impression. Et enfin, l'assistant, il peut être proactif puisqu'il anticipe les besoins. Il va apprendre comment vous travaillez, vous. Et à chaque fois que vous avez commencé, vous mettez le nom de l'opération et de l'opérateur. Et j'ai vécu sur une tentative, enfin aux États-Unis, sur un modèle. J'ai fait une vésicule sur un modèle. Je suis rentré dans la salle, je dis parce qu'il ne m'avait pas dit ce que c'était. Donc je me dis, mais c'est quoi? Et le robot m'a répondu, bonjour professeur Gaillet, à la voix. Il a reconnu ma voix, il avait enregistré ma voix, évidemment, les Américains. Et donc il a dit ça. Il y a un moment, on va y arriver, mais à un moment, pardon, on va y revenir tout à l'heure. Enfin, l'IA pour la formation, c'est à mon avis un très très gros sujet parce que je pense qu'aujourd'hui, la formation des jeunes est un vrai problème en chirurgie parce qu'ils ont manque d'expérience. Je ne parle pas de leur présence au bloc, qui travaillent plus ou moins, c'est même peu importe. Le vrai défi, c'est que si vous devez informer les malades de l'opérateur et lui expliquer que c'est un interne qui l'opère, vous aurez beaucoup de refus. Donc on a un problème aujourd'hui pour faire opérer les malades. En tout cas, à Montsouris, moi j'avais un problème pour faire opérer les internes parce que les malades disaient non. Et donc on a un problème. Comment ils font pour se former? Alors en dehors des laboratoires d'anatomie, il y a le chemin de la simulation. Et là, vous voyez, ça c'est la simulation par Isaac, qui est un logiciel de NVIDIA, en sachant qu'NVIDIA est un des investisseurs chez nous. Mais vous voyez que le robot, il est... J'ai dû l'arrêter, là, c'est peut-être pas bien. Ça marche plus? Non, je suis bloqué? Non, il marche plus. Bon, c'est cassé. Il est cassé, le simulateur. En tout cas, là, ce logiciel qui fait bouger ce bras tout seul, je vais y revenir peut-être, on va remonter. Voilà. Ça s'est fait, je l'ai vu, c'est-à-dire qu'on avait donné la structure de Maestro. Il avait évidemment, NVIDIA avait déjà une salle d'op.
3 minutes pour nous faire ça. 3 minutes. Voilà. Et on avait donné, on a juste rentré Maestro, il a dit les bras bougent comment, tout ça on l'avait, et voilà ce qu'il nous a donné en 3 minutes. Donc la simulation, dès que vous allez avoir des jumeaux numériques, évidemment, ça ne sera pas que d'installer les trois cartes, que de voir si vous êtes en bonne place, si vous êtes bien installé, de quel côté vous mettez le robot. Ça va aller très très vite, votre habitude, elle va être vite faite. Mais vous allez surtout apprendre à pouvoir faire l'opération ou reproduire l'opération, soit comme j'ai mis assistant proactif, guidé par le système, en disant moi je veux faire comme Brice Gaillet, eh ben, il va faire comme Brice Gaillet, mais qu'il est gaucher, Brice Gaillet. Si le gars il est droitier, il faut mieux qu'il prenne un chirurgien droitier pour le copier. Et il pourra copier. Il faut savoir que ces robots, ce modèle-là, qui est un modèle qui vient au départ de l'ISIR, la précision de la pointe actuellement de l'instrument, en absolu, c'est des capteurs absolus, ce n'est pas des capteurs relatifs, c'est 1 millimètre. Donc il est capable de dire où est la pointe d'un outil à 1 millimètre près, dès lors que vous avez la longueur de l'outil, évidemment. Donc vous voyez qu'on a une possibilité de former les internes avec la simulation grâce à des robots, pas que celui-là, mais en tout cas celui-là, c'est sûr, et nous on est parti pour ça, grâce à NVIDIA qui nous aide et qui vont à une vitesse folle. Alors, ça, c'est des exemples, mais où est-ce qu'on veut aller, nous? Quand on dit la chirurgie augmentée, c'est ça la chirurgie augmentée, ce sont les agents IA. Je sais que vous devez quand même, je pense, ouvrir un peu les articles ou les papiers sur l'IA. L'IA, aujourd'hui, ce qu'on nous montre, c'est pas vraiment de l'IA, enfin c'est un truc, c'est pas très intelligent, quoi. Les agents IA, ce sont ce que j'appelle, moi, des robots numériques. Ils vont avoir un rôle d'action. Alors les voilà, ceux qu'on va mettre actuellement, qu'on développe à Maestro, encore une fois, il y a bien sûr le premier, c'est celui qui analyse l'image, c'est l'analyse d'image, tout le monde comprend, il va comprendre où il est, il va vous aider éventuellement, va vous dire faut pas aller là. On voit très bien que si au bout de 10 cholécystectomies, il sait reconnaître à peu près le pédicule hépatique. Donc si vous mettez un outil, parce que vous êtes jeune, sur le pédicule hépatique, il va vous dire d'habitude, vous n'allez pas là, stop. Ou au contraire, vous dire voilà où vous devez aller avec un petit pointillé qui apparaît sur l'écran. Ça, ce sera le scope vidéo agent. C'est le plus important pour le chirurgien, certainement. Et surtout, en fonction du contexte, évidemment, hein, il faut lui dire ce qu'on opère, etc. Le deuxième, qui va baser sur celui-là aussi, c'est la création des annotations ou du compte-rendu opératoire. Et il fait. Alors là, il y a même une start-up française qui est très, très au point, qui avance très vite et qui fait des comptes rendus. On a fait récemment une cholécystectomie pour voir comment il pouvait faire un compte-rendu. Évidemment, l'avantage, c'est qu'il n'oubliera rien. Il ne va pas oublier la petite plaie du grêle que vous avez fait, petite suture du grêle. Il va le mettre, c'est tout, c'est pas grave, mais au moins, on saura vraiment ce qui s'est passé. Et surtout, vous pourrez faire un codage efficace en fin d'opération directement. Le troisième, c'est le contrôle agent, c'est-à-dire qu'on va contrôler le robot pas seulement en bougeant les bras, mais éventuellement en lui parlant. Donc, vous lui parlez en langage naturel. Et c'est un peu pareil que le Maestro support de l'agent numéro 4 que j'ai expérimenté, puisque pendant que j'opérais, ça, c'est aux États-Unis. Pendant que j'opérais, j'ai bloqué mon bras et j'ai dit le bras est bloqué en opérant. J'ai dit le bras est bloqué. Instantanément, Maestro a cru que c'était son bras à lui, puisqu'il ne bougeait plus. Il a juste mis dans l'écran un petit carré qui s'est agrandi en montrant le bras, en zoomant sur le bras et en disant il faut appuyer sur ce bouton-là, voilà, pour débloquer le bras. Ça, j'ai rien demandé, j'ai juste dit le bras est bloqué. Et voilà ce qu'il a fait instantanément au bras qui ne bougeait pas. Je faisais bouger l'un et pas l'autre. Et il m'a montré tout de suite, sans rien que j'ai fait, sans que j'ai rien fait d'autre, où c'était. Enfin, il y a la connexion, bien sûr, à la gestion hospitalière. On en parlait pour les stocks, mais ça, c'est ce que les Américains appellent le RP, donc c'est la connexion au logiciel. Maestro, je crois, et pour l'instant, peut-être qu'il y en a un autre, je ne suis pas sûr, et pour le moment, est le seul connecté au Wi-Fi d'un hôpital. On peut connecter Maestro au Wi-Fi de l'hôpital. Et puis le dernier point, c'est le dossier médical partagé, donc le HR des Américains. Et dans le contexte opératoire, il peut vous alerter en disant vous n'avez pas oublié que, ou vous signalez en début d'opération les particuliers d'un malade si vous avez suffisamment de données et de bases de données. Tout ça, c'est en train d'être développé avec NVIDIA pour la plupart. Enfin, 4 d'entre eux, c'est avec NVIDIA. Mais, et j'insiste, c'est une IA souveraine. On a décidé de développer l'IA chez nous. C'est-à-dire qu'on se part sur des briques extérieures au départ pour travailler, mais c'est un calcul local, ce qu'ils appellent le edge computing. Il n'y a pas de cloud. On ne passe pas dans les clouds. Aucun cloud n'est souverain en Europe aujourd'hui. Même ceux dits souverains ont en fait une base américaine qui peuvent demander, enfin le président des États-Unis peut demander qu'on ouvre le cloud européen pour l'instant. Donc celui-là, nous, il n'y a pas de cloud. Donc c'est réglé, c'est dans la machine. Donc c'est chez nous, ça reste chez nous et on peut en profiter. Alors, on est bien sûr conformité de l'IA Act et de la RGPD, total. Et puis, c'est une robotique ouverte, puisqu'il n'y a pas de monopole étranger propriétaire. Tout ce qu'on a, y compris avec NVIDIA, dès qu'on le prend pour nous, c'est pour nous. C'est plus NVIDIA. Il nous aide juste au départ pour les algorithmes de départ.
Alors, on va faire un petit côté cocorico. Moi, après tout, je n'ai pas honte du passé. La France a été pionnière, il y en a ici pas mal qui peuvent le confirmer, dans la célioscopie. C'était quand même la seconde révolution française des Américains dans les années 80, hein. Ils appelaient ça The Second French Revolution. Eh bien, je pense qu'on a l'opportunité de faire une chirurgie augmentée très rapidement en Europe, et notamment en France. On est aidé pour ça. Nous, on a été aidé par la BPI, au départ avec le concours InnovUp qu'on avait gagné, et puis maintenant par France 2030 qui nous aide, hein, pour avoir un côté souverain. Et exporter le modèle de soins, je pense que ça serait bien, puisque nous, on a une technologie qui s'adapte au chirurgien, et ce n'est pas le chirurgien qui s'adapte à la technologie avec changer ses techniques. Il garde lui, c'est le robot qui se débrouille pour améliorer et pour être plus efficace avec lui. Et puis c'est enfin mon dernier petit conseil d'ancien conseiller d'un ministre, c'est le juste soin technologique, c'est-à-dire, là c'est l'argent, là on parle d'argent, c'est que les télémanipulateurs, pour moi, devaient être réservés à la complexité dans quel que soit le sens, que ce soit de la suture ou que ce soit de l'abord dans des endroits complexes, et que Maestro, bah, c'est tout l'ambulatoire et tout le reste, quoi. Tout ce qui n'est pas complexe devrait être fait par Maestro, pour moi, et ça s'appelle une allocation optimale des ressources publiques. Voilà, je vous remercie. Oui, Et je veux- merci. Merci, bon, merci Oui. pour cette merveilleuse présentation. Et avec, je veux dire, le stade 2 de ce qu'on a là, de la pyramide de Maslow des besoins robotiques, hein. Le stade 0, c'est passer à la généralisation du mini-invasif, etc. Et la deuxième, qui n'est pas accomplie actuellement malheureusement, et la deuxième qui est absolument fondamentale, c'est le hub chirurgical. Pour l'instant, tu es en connexion interne, je veux dire, avec tous les objets connectés, sur du edge computing s'il permet d'être autonome. Et on connaît NVIDIA. Si nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un système apprenant national, comme on a dit, etc., pour une spécialité, je pense qu'il est tout à fait partant, prêt, je veux dire, pour cette expérimentation et ce prototypage, tu vois. Merci, Brice, parce que, en fait, euh, t'as un avantage, c'est que tu es frugal par rapport aux autres machines. Tu as un inconvénient, c'est que toute cette génération, elle veut faire du robot. C'est-à-dire que tu as beau leur expliquer que la Célio, ça reste très bien, ils s'en foutent. Ils sont comme la génération d'avant, où tout le monde voulait faire de la Célio, et maintenant tout le monde veut faire du robot. Alors, ceci dit, l'IA, ça change complètement la donne, parce que tous ces télémanipulateurs là, qu'on appelle des robots, qui sont faits des télémanipulateurs, ils apprennent tous les jours. Donc, ils vont savoir faire l'opération toute seule. Et ton engin, au fur et à... Non, mais je parle dans 10 ans. Tu vois, je parle... Bon. Mais toi, tu nous as bien expliqué qu'il était très capable de reconnaître le cholédoque Oui, pour une vésicule. oui. Donc, on sait qu'on y va. On va y aller. Bon. Et avec ton IA, c'est pareil, ta machine, elle apprend. Ah oui. Et donc, probablement, on va continuer à mettre des trocards, mais après, je parle à 10 ans, hein, je parle pas dans 2 ans. Et je pense que donc, avec l'IA, ta machine est très compétitive par rapport au robot pour une grande majorité d'interventions. Mais il y a cette idée qu'ils ont dans la tête. On aurait peut-être fait la même chose si on était à leur place, hein, mais ils veulent tous faire du robot. François? Oui, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, à mon avis, c'est que, tu l'as très bien montré, le problème actuellement d'évaluation et d'inscription pour être remboursé, c'est qu'il faut que la chaise donne son avis. Et le problème, c'est que la chaise, actuellement, quand elle donne son avis, c'est quand il y a quelque chose de nouveau, on repart à zéro pour l'évaluation, que ça soit incrémental ou que ça soit disruptif. Or, là, une fois que tu as mis le bras et que tu as mis le porte-instrument, après, c'est le chirurgien qui fait comme avant. Donc, on ne change rien dans l'intervention. Sauf que, et c'est pour répondre à Hubert, quand même, l'IA permet de guider, c'est comme si les voitures qui guident sur l'autoroute, la route, etc. Donc, ça, c'est le gros avantage, c'est qu'à mon avis, on a beaucoup de possibilités, et enfin, c'est ce qu'on va faire ensemble, de travailler pour montrer que c'est purement sur le plan chirurgical
incrémentale, c'est-à-dire qu'on ne change rien. C'est comme la chirurgie faite normale, c'est simplement de l'instrumentation et qu'on ne change rien. Et que bah, s'il fallait montrer, c'était il y a 40 ans qu'on pouvait mettre de l'air dans le ventre, c'est pas pour... Par contre, l'inconvénient, ça va être à propos de l'IA. C'est comment tu prévois pour que les gens apprennent vite à gérer l'IA et apprennent à contrôler l'IA. Parce que actuellement, il y a aux États-Unis un nombre, alors que ce soit dans le diagnostic ou dans la thérapeutique, un nombre de gags qui apparaissent parce que les gens font totalement confiance à l'IA et l'IA a des gags et les gags entraînent et commencent à entraîner des complications graves pour les malades. Donc, à mon avis, l'HAS va évoluer, enfin, ou ceux qui vont contrôler, sur non pas ce qu'ils font actuellement qui sert à rien, mais comment on prouve que l'IA marche bien? C'était la question que je voulais te poser. Il y a deux choses. La première, c'est que tu as raison sur le fait que les IA posent problème au bloc opératoire avec beaucoup d'accidents, c'est que c'est des LLM, c'est-à-dire des larges modèles, c'est pas du tout des agents. Les agents n'hallucinent pas. Les agents ne peuvent pas halluciner, il faut qu'ils fassent de l'action. Ça, c'est le premier point. Et là, on parle beaucoup d'agents, nous. Et l'IA qu'on a fait, alors je sais pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui discute, c'est un Français d'ailleurs qui s'occupe du software, c'est à Paris. Il a obtenu l'accord qu'on en a de l'IA, de la FDA est incroyable. Il nous donnait ce qui s'appelle le CPPC ou le PCP, peu importe, c'est un des trucs. Ça permet de modifier l'IA qu'on a sans repasser pour la FDA. Pour vous dire à quel point ils ont compris ce qu'on voulait faire, puisqu'ils ont dit, en gros, vous ne guidez pas, c'est pas le robot va pas vous dire c'est là qu'il faut faire. Il vous laisse, comme tu l'as dit, à la main. Ils ont dit, si vous ne changez pas votre méthodologie, vous pouvez modifier l'IA sans repasser chez nous. Ça, c'est exceptionnel. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'ils nous disent ça. On pensait que ça allait être chaque fois une galère. Ça, c'est fait. On l'a déjà. Donc, si tu veux, je crois que l'IA qu'on a n'est pas une IA de large langage. Voilà. Voilà. Nous, on ne veut pas d'hallucination. Donc, on n'a pas du tout mis le LLM. Pour tout le monde. C'est une machine qui fait toujours le même travail. Non. Elle va apprendre, elle aura moins d'hallucinations. C'est pas basé sur les LLM, etc. C'est la puce GPU qui elle-même est programmée pour un travail, etc. et qui est capable de s'auto-corriger. Donc, il n'y a pas de déviation. Mais il y en a une, Donc, il a raison, il y a eu des accidents américains parce que les gens ont demandé des conseils au bloc opératoire et le conseil peut être absurde. Voilà. Ça, c'est autre chose. Et ça, on n'a pas du tout. Mais tu l'as pas, ça, c'est du contrôle, c'est du pilotage sans avoir de l'extérieur. Et pour nous, ça sera compliqué, mais la FDA l'a accepté totalement dans ses upgrades, ce qui est un problème important. Parce que c'est à la fois, je veux dire, il travaille en local, mais ce qui est intéressant, c'est que cette forme d'architecture est la seule qui accepte, je veux dire, ce qu'ils acceptent, c'est qu'il y ait de l'apprentissage en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps, tu es du learning et qu'en même temps, et tu restes sur ta puce GPU qui est programmée, etc. Le problème, ce que tu as dit, le problème des registres et des comparaisons entre équipes ou entre hôpitaux, etc., peut être fait automatiquement. Et ça va résoudre. Ça va être terrible. Ça va résoudre le problème qu'on a actuellement et qui est un énorme problème. Et ça, c'est fantastique. Évidemment. Non, mais énorme problème. Dire un mot. L'IA d'aujourd'hui, on peut pas compter dessus sur le plan opératoire. Mais la machine, elle apprend tous les jours. Et elle va finir par savoir faire l'opération, parce que si tu veux, juste un point là-dessus, je crois qu'il faut lire, je peux vous enverrer peut-être le lien si vous voulez, l'article de Anne Osdois, qui est ma CEO, qui a écrit un papier dans LinkedIn pour expliquer pourquoi l'IA des machines, des voitures, pardon, n'avait rien à voir avec l'IA qu'on allait développer et qu'on pouvait développer. C'est très, très intéressant. Mais elle conclut que la chirurgie automatique, tout compris, par une IA qui va opérer, elle n'y croit pas une demi-seconde. Elle travaille avec un mec qui est aussi à Nvidia, qui n'y croit pas non plus. Croit pour les voitures, mais pas du tout pour la chirurgie. On verra pour les tâches répétitives et les opérations très stéréotypées. Alors, juste dire un mot sur... Non, Albert Claude, d'abord, Antoine Vatrelot qui est en visio. Ah, est en visio. Deux questions visio. Oui, merci, très, très, très bel exposé, merci infiniment. Juste un point pratique sur Maestro. J'ai vu qu'il y avait 2 bras. Est-ce qu'il est possible d'avoir plusieurs bras, 3 ou 4? Parce qu'il y a donc celui pour la caméra, pour les 3/4, et souvent on a 3/4 pour opérer. Est-ce que c'est quelque chose de possible?
Non, en pratique aujourd'hui, on va rester sur 2 parce qu'il faut se focaliser, il faut avoir un business avant de partir dans tous les sens, sinon on va couler la boîte. Non, on est à 2 3 quarts pour 2 bras pour l'instant, mais c'est pas toujours pour le chirurgien, c'est surtout pour l'assistant. Le chirurgien, il peut en prendre un, notamment une chirurgie à 3 3 quarts, je l'avais suggéré. Si vous faites une hernie, vous pouvez mettre votre bras pour bénéficier de la viscosité, pour travailler avec le robot en co-manipulation. Vous pouvez prendre un des bras et puis laisser la caméra juste au robot, et puis vous prenez l'autre pour vous. Donc, c'est pas du tout les mêmes réglages. Au niveau intérieur de Maestro, c'est 2 choses totalement différentes. Quand il vous fait de la co-manipulation, il va vous améliorer, il va vous guider éventuellement, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand on fait de l'assistance. On le met où on veut. Et il n'y a pas de moteur. Il faut vraiment le toucher. Allez toucher un Maestro si vous pouvez. C'est totalement transparent. Et vous le lâchez. Et moi, je n'ai pas compris. Alors, vous êtes tous, vous avez peut-être des ingénieurs parmi vous, mais Oui. quand je lâchais le truc, il ne bougeait pas. Et je lui dis, ah bon, il sait que je le tiens parce qu'il y a la microfasciculation des muscles. Il dit, pas du tout. Quand tu lâches, l'instrument tombe et il le sait, il visse. Non, je dis, non, il tombe pas. Quand je le lâche, il bouge pas. Si, il tombe. Je dis, mais il bouge pas. Il me dit, oui, attends, il tombe par 1/2 millième de seconde. Toutes les 2 millièmes de seconde, il serre le moteur. Donc, on allait 20 fois, il a serré le moteur. Donc, vous, c'est 1/100e de seconde. Donc, vous ne pouvez pas le voir. C'est comme ça que ça marche. Donc, je veux dire que, voilà. Je peux dire un mot sur l'importance du compagnonnage robotique. Parce que finalement, on est tous préoccupés par besoin d'enseigner aux jeunes et que le compagnonnage est un peu la règle que nous avons tous défendue depuis toutes les générations. Mais là, tu as inventé finalement, ou on est en cours d'inventer avec l'IA peut-être, le compagnonnage et puis la réduction finalement du nombre d'aides opérateurs, puisque finalement, c'est le robot qui fait une grande partie du travail Oui, de mais transmission et de compréhension. Oui, mais c'est-à-dire que ça permet aux internes d'abord d'arrêter de se préoccuper que de regarder le bout et la caméra, tout ça, mais de regarder vraiment l'opération. Et surtout, c'est ce qui m'a été confirmé par un de mes amis qui est Guy Bernard Cadière, qui, comme moi, avait du mal à laisser les internes opérer parce qu'on fait des malades un peu complexes. Et là, il m'a dit, maintenant, ça y est, je peux aider les internes parce que j'ai les mains libres. Et j'ai plus peur, je les mets à côté, puis je suis à côté. Alors, je suis à côté, hein, je suis pas en train de boire un coup. Et du coup, il laisse les internes et il dit, c'est très, très rassurant. Voilà. Il y a une question, il y a notre ami Vesely qui est en ligne, je crois. Tu m'entends? Oui, bonjour. Ah, Oui, tu il est mets à San ton micro. Francisco. C'est bon. Bonjour. Bonjour. D'abord, bravo, je suis extrêmement sensible à l'enthousiasme que vous dégagez. On sent vraiment que ça vient du cœur. Maintenant, je suis expert judiciaire et je me posais la question de savoir comment vous réglez le problème de la conservation médico-légale de la procédure opératoire. On a les malades, on a maintenant un triangle amoureux avec les malades, le chirurgien et puis l'avocat derrière. J'ai pas la réponse, je suis pas assez compétent, mais nos conseillers judiciaires, ce sont des Américains, c'est des avocats à New York, et franchement, c'est à eux qu'il faut demander. Je ne sais pas répondre. Ce que je peux vous dire, il y a quand même des pays déjà où quand le malade quitte le bloc opératoire, ça nous surprendrait en France peut-être, ils partent avec la vidéo de l'opération. Vous entendez bien, ils sortent obligatoirement avec la vidéo de toute l'opération. Ouvert ou pas, il y a une caméra, elle doit être enregistrée et on la donne au malade quand il quitte l'hôpital. Voilà, c'est juste pour vous dire, je pense que la chirurgie, si on fait ça, va un tout petit peu changer. On parlait des centres experts, pas experts, de quel degré de compétence, je pense que ça sera assez vite fait si on doit donner les vidéos. Voilà. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Brice.